Salut et bienvenue dans Media Story. Histoire, portrait, affaires, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, un nouvel épisode hors série pour Media Story. Après avoir zappé il y a quelques mois la télé des années 2000, et si on allumait la télé des années 90 ? À la manière de Retour vers le futur, je vous propose de voyager dans chaque année de la décennie 90. Et comme il y a de quoi dire, ce sera un épisode en 3 parties. Ce mois-ci, on va se replonger dans les programmes de la première partie des années 90, de 1990 à 1993. Une époque où on ne parlait pas de télé-réalité mais de reality show, ou encore une époque où les variétés étaient le lieu de rendez-vous incontournable des stars. Le mois prochain, on se replongera dans les émissions de la deuxième moitié des années 90, de 1994 à 1996. Enfin, dans 2 mois, on terminera la décennie 90 avec les années 1997 à 1999. Commençons notre voyage dans les 90s avec l'année 1990. Nous voilà donc en 1990, l'année où Gorbatchev recevait le prix Nobel de la paix, mais aussi où la guerre du Golfe débutait. Culturellement parlant, c'était la sortie des Affranchis et de Maman j'ai raté l'avion au cinéma, et en musique de Enjoy the Silence de Dépêche Mode, de Vous êtes fou de Benny B et de Beau le lavabo de Vincent Lagaffe. Et côté télé, qu'est-ce qu'on regardait ? Merci à vous, Président, bonne chance également. Je vous retrouverai à la rentrée. Une autre aventure qui aura pour titre Star 90. Donc on reste un petit peu en famille. Merci Mathias, merci la SFP, merci à tous ceux qui ont travaillé à nos côtés. Et croyez-moi, c'était pas facile. Merci à toute l'équipe de Champs-Élysées. Oui, ce n'est qu'un au revoir, bien sûr. Au revoir Futuroscope. Bonne chance, le Tour de France. Merci à la presse locale. Merci à la Nouvelle République, à Centre Presse, à toutes les radios locales. Le générique et le feu d'artifice. Salut à tous, bonnes vacances. En 1990, plus précisément le 29 juin de cette année-là, on regardait la dernière d'une émission culte, Champs-Élysées avec Michel Drucker. Pendant près de 10 ans, c'était le rendez-vous immanquable des vedettes de l'époque. Mené d'une main de maître par l'ami des stars, Michel Drucker, il recevait sur son plateau tous les chanteurs du moment, de Sardou à Goldman, en passant par Phil Collins et Whitney Houston. Qui se souviendra longtemps de son passage dans le programme La faute à un Gainsbourg complètement bourré. Les stars de l'humour et du cinéma étaient aussi conviées à cette grande soirée chic diffusée depuis la plus belle avenue du monde. Mais en 1990, les costards, les robes de soirée, les arrivées en limousine et le générique cultissime de l'émission ne sont plus au goût du nouveau patron d'Antenne 2 qui juge que Drucker, qui officiait dans le poste depuis 1966, était un has-been. Par rancunier, Michel Drucker lui donnera la parole dans sa dernière émission. À noter que ce patron démissionnera la même année et Drucker continuera sa route de taulier du PAF. Petite info au passage pour tous les nostalgiques de Champs-Élysées, l'émission devrait revenir en 2022 pour fêter ses 40 ans. Sacrée soirée sous chapiteau. En direct du Cirque d'hiver, un coup de cœur pour le Cirque du Soleil. Couleur, magie et rêve. En piste autour de Jean-Pierre Foucault, Eddie Mitchell, Florent Pagny, la compagnie créole et l'invité mystère. Une sacrée soirée au cirque sur TF1. L'autre grande émission de variété de cette époque, c'était Sacrée soirée avec Jean-Pierre Foucault sur TF1. Les caractéristiques du programme étaient les mêmes que celui avec Drucker. Un générique marquant, un plateau de stars et un animateur gendre idéal. Ce qui distinguait Sacrée soirée des autres programmes de variété, c'était les surprises réservées aux invités. Des invités alors souvent très émus,
comme Juliette Gréco, qui retrouva sur le plateau Miles Davis, avec qui elle eut une histoire d'amour, et qu'elle n'avait pas revue depuis des années, ou Serge Gainsbourg, qui découvrit des images du village où ses parents s'étaient mariés. Dimanche également, le père de West Side Story, le grand compositeur Leonard Bernstein, est mort d'une crise cardiaque à Manhattan. Alors pourriez-vous, Pénélope, nous fredonner quelques notes écrites par ce géant de la musique? Avec grand plaisir, Maurice. Do, 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 si, ré, mi, mi, do, si, ré, sol. Merci Pénélope, c'était très émouvant. Très émouvant. Passons au lundi. Lundi, le concombre masqué est venu féliciter Gorbatchev pour son prix Nobel de la paix. Et oui, et lundi, toujours, dramatique augmentation du prix du caviar, Pénélope, qui passe de qu'est-ce que c'est cher à incroyable comme c'est cher. Ouais, c'est ça, Maurice. Exactement ça. En 5 ans, le caviar est passé de c'est cher à c'est super cher. Oui. Puis nous l'avons vu grimper à putain que c'est cher. Et enfin, nous l'avons chez le marchand en incroyable comme c'est cher. Bon, alors, devrons-nous nous passer de caviar, là est la question. Ouais, et c'est inquiétant. Mais par contre, Maurice, on note une baisse très nette du petit pot de beurre qui passe de c'est pas très cher à c'est donné. Eh bien, une bonne nouvelle qui en chasse une mauvaise. Merci, Pénélope. C'est moi qui vous remercie, Maurice. Changement d'ambiance avec Les Nuls, l'émission, le Saturday Night Live à la française. Chaque samedi soir, en direct sur Canal+, avec un invité principal, Les Nuls proposaient sketchs absurdes, fausses pubs, JT détournés et autres parodies de bandes annonces de films. Parmi les sketchs les plus cultes du programme, le roman photo avec Gérard Darmon où naîtra la célèbre séquence du whisky et du doigt qu'on retrouvera plus tard dans La Cité de la Peur. Mais aussi la parodie de l'école des fans avec une Valérie Lemercier dans le rôle d'une petite fille impertinente totalement hilarante, ou encore dans l'édition, la série Régis est un con. À noter que le lieu de tournage de l'émission était le fameux Studio Gabriel, là où, à la même période, Michel Drucker tournait Champs-Élysées. Continuons notre retour vers les années 90 avec l'année 1991. En 1991, Serge Gainsbourg et Freddie Mercury nous quittaient. Cette année-là également était promulguée la loi E20, qui encadre strictement la pub pour l'alcool et le tabac. Dans les salles obscures, on pouvait aller voir Le Silence des Agneaux et Terminator 2. Dans nos baladeurs, on écoutait l'album Nevermind de Nirvana et Saga Africa de Yannick Noah. Et à la télé, on découvrait en France sur TF1 la série Alerte à Malibu. Et dans un autre registre, l'émission La Nuit des Héros. Sébastien a donné toutes ses forces. Il abandonne. Que peut-il faire de plus pour sauver Franck? Je suis parti, quoi. Je pensais qu'à moi, là. Et puis, à arriver sur le bord, je suis remonté. C'est là que j'ai enlevé mon blouson. Puis, je l'ai vu, c'est redevenu... Alors, disons que c'était plus fort que moi. Il a fallu que j'y retourne une autre fois, quoi. Ils ont bien dû être surpris, les fidèles téléspectateurs de Champs-Élysées, quand ils ont découvert La Nuit des Héros. Car c'est cette émission qui a pris la succession de Drucker le samedi soir sur Antenne 2. Fini les variétés et place à un genre très populaire à l'époque, le reality show. L'idée est de mettre en scène le quotidien extraordinaire de personnes ordinaires. Dans La Nuit des Héros, on suit le récit d'anonymes ayant réalisé des actes de sauvetage, comme lors d'un incendie, d'une noyade ou d'un accident de la route. Le tout illustré sous forme de fiction avec les témoignages des principaux concernés qui sont ensuite reçus en plateau et interviewés par Laurent Cabrol. À l'époque, c'est notamment La Une qui diffuse ce type d'émission qui cartonne en audience mais qui ne jouit pas d'une bonne image. Pas étonnant alors qu'elle soit arrêtée au bout d'une saison par le patron de la 2, Hervé Bourges, malgré qu'elle soit fortement suivie par le public. Pas étonnant aussi qu'elle soit ressuscitée par TF1 dès 1992 sous le nom Les Marches de la Gloire, reprenant le même concept et le même animateur. Bonjour, nous avons rendez-vous ensemble mercredi soir dans Perdu de vue. Qu'elle réussisse sa vie, qu'elle soit heureuse comme elle a envie, c'est le principal. Grâce à Perdu de vue, Claudine, 17 ans, décide de retourner chez ses parents après une fugue de 8 mois. Perdu de vue, des dialogues à renouer, des conflits à résoudre, des enfants à retrouver. Je vous donne rendez-vous mercredi soir, car nous avons besoin de vous.
Perdu de vue avec Jacques Pradel, mercredi 22h25 sur TF1. On continue dans l'univers des reality shows avec celui qui en a été le représentant en chef pendant les années 90 sur TF1, Jacques Pradel. Il en a animé dans tous les styles, que ce soit pour résoudre des affaires criminelles dans Témoin numéro 1 ou pour parler paranormal dans l'Odyssée de l'étrange. Mais la plus connue de toutes, et la première du genre au passage, est Perdu de vue. Tout était dans le titre, l'objectif était de retrouver des personnes disparues. Rapidement, l'émission devient un véritable phénomène. Si pour ses détracteurs Perdu de vue incita à la délation et incarna la télé-poubelle, il faut noter qu'en moyenne, elle rassemblait près de 8 millions de téléspectateurs et la production recevra durant les 7 ans de diffusion du programme 60 000 demandes de recherche. Si l'on devait retenir 2 choses sur cette émission, c'est d'abord qu'elle a rendu publique la tristement célèbre affaire Émile Louis, et elle aida ainsi à sa résolution, et dans un registre beaucoup plus léger, elle a inspiré une parodie hilarante des inconnus, Perdu de recherche. Votre mari a disparu depuis 6 mois, est-ce bien exact? Ah oui, mon mari est mort il y a 6 mois, c'était très triste. Vous êtes sans nouvelles de lui? Ah, sans nouvelles, oui. Et qu'est-ce qu'on a gagné alors? Non, madame, écoutez-moi bien. Votre mari a été retrouvé grâce à toute l'équipe de Perdu de recherche et votre mari est bien vivant, madame. Oui, bien vivant, mais bien entendu. Vous nous entendez, madame? Vous nous entendez? C'est toi, Robert? Ah, Robert. Robert, c'est toi? En fait, c'était Robert. Quel est votre prénom, madame? Ghislaine. Ghislaine, non, ça vous dit... C'est qui, lui? Ah, c'est oui, si c'est pour Foucault, on n'a pas noté les numéros parce qu'on est... C'est la télé. C'est Ouchia? Mais non, c'est la télé, ils ont retrouvé Robert. Robert est vivant. Comment ça, Robert, il est pas vivant? Robert est vivant. Mais il nous voit là ou quoi? Oui, tout à fait. Tu nous vois, Robert? Oui. Salut, mon pote, t'es pas mort? Enfin, t'es pas noyé, enfin, t'as pas... Est-ce que vous êtes choqué quand un groupe de rap prend comme nom Nique ta mère ou Baisse ta sœur? Non, parce que je suis habitué à entendre les ministres s'exprimer, M. Charras, Mme Cresson. D'accord. On va voir un petit sujet sur Nique ta mère. Vous allez me dire si c'est de l'info ou de l'intox. La révolte est partie d'ici, au milieu des pins et des cigales, dans les quartiers nord de Marseille, la cité de la Savine. Le fief des BTS, BTS, un nom devenu lourd à porter. BTS, comme sa sœur, elle me plaisait, je lui ai dit, moi je baise ta sœur et toi tu baises ma sœur. Et le nom BTS est arrivé, voilà. Tout simplement. NTM, ils nous ont repris, et avec ça, eux, ils se sont pris sérieux avec ça. Ils se sont envolés. Et oui, avec un clip, un 33 tours et le soutien inconditionnel de Jack Lang, NTM, ou si vous préférez Nique ta mère, a bien décollé. Mais BTS les traîne en justice pour avoir plagié l'idée du titre. Le groupe NTM a-t-il plagié son nom de scène? Alors, info ou intox? Il s'agissait bien sûr d'une fake news. Cette question faisait partie de la rubrique Info Intox de Double Jeu, le talk show hebdo du samedi soir sur Antenne 2, présenté par Thierry Ardisson. Ardisson, qui après avoir animé des émissions depuis des boîtes de nuit, dans Bain de minuit puis dans Lunettes noires pour Nuit blanche, avait choisi le théâtre des Folies Bergères pour recevoir ses invités. Outre le jeu Info Intox, l'émission était fidèle au talk show à la sauce Ardisson. Des invités issus de tous les domaines, des interviews formatées comme l'auto-interview où l'invité faisait les questions et les réponses, ou l'interview confession tournée dans un vrai confessionnal, et pour la première fois, Laurent Baffy. C'est en effet dans Double Jeu que celui qui devint son fidèle complice démarra sa carrière de sniper. Endossant le rôle d'un faux cadreur, il vannait les invités et réalisait également des micro-trottoirs à sa manière, sans filtre. Il n'hésita pas ainsi à interpeller des députés devant l'Assemblée nationale pour leur demander si c'est plus facile avec les gonzesses lorsque l'on est homme politique, ou encore à se déguiser en Père Noël proposant en passant dans la rue du shit et leur demandant de l'argent pour boire un coup. Oh, le Père Noël, il est bien jeune, le Père Noël. Vous voulez du shit? Vous voulez Je très pur, pas coupé, pour le réveillon. De quoi? J'ai de l'herbe sinon. Ah non, non. Vous voulez du shit, madame? Non, le Père Noël est une ordure, si je comprends bien. Allez, on en a assez vu pour 1991, partons en 1992. En 1992, un ministre pas comme les autres faisait son entrée au gouvernement, Bernard Tapie. Dans le reste de l'actu, Disneyland Paris ouvrait ses portes. Côté musique, Jordi devenait à 4 ans une star de la chanson avec son titre Dur dur d'être bébé.
Au ciné, on allait voir Bodyguard et L'Arme Fatale 3. Et à la télé, TF1 dégainait cette année-là des nouvelles séries qui vont marquer les esprits. Hélène et les garçons, Julie Lescaut, Les Cordiers jugés flics. Dans le PAF, plus globalement, c'était la fin de l'aventure pour la 5, qui s'éteignait après une vie courte mais mouvementée. Et c'était le début d'une autre aventure. Bonsoir, un nouveau générique, vous venez de le voir, un nouveau sigle, vous le voyez, et un nouveau nom. La télévision de service public s'est habillée de neuf depuis ce matin. France 2 et France 3, c'est un changement d'image, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Alain Chabot. Un 3 bleu avec le mot France en blanc inscrit sur le haut du chiffre. C'est désormais le nouveau logo de la chaîne. Adieu FR3, bonjour France 3. Depuis ce matin, toute la signalétique du réseau a changé. Caméras, véhicules, équipe de reportage, mais aussi ce qu'on appelle l'habillage de la chaîne, c'est-à-dire les nouveaux génériques et autres jingles. Informations, programmes, météo, publicité. Un relookage total qui correspond à la nouvelle image que veulent donner les télévisions de service public dans le paysage audiovisuel français. La naissance de France Télévisions est marquée à la fois par un renouveau de l'enveloppe et du contenu et exprime une ambition stratégique, le retour du service public au premier plan. Les années 90 seront les années du service public. Le 7 septembre 1992, adieu Antenne 2 et FR3, bienvenue à France 2 et France 3. Si les deux chaînes publiques étaient dotées d'une présidence commune depuis la fin des années 80, désormais elles sont rassemblées au sein de la même entité, France Télévisions. L'objectif de ce regroupement est de faire face à la puissance de TF1, privatisée depuis peu, mais aussi à la petite chaîne qui monte, M6, et enfin à l'explosion des chaînes thématiques qui fleurissent notamment sur le tout nouveau bouquet Canal Satellite. À noter d'ailleurs que France Télé ira dès 1992 sur le marché de la télévision thématique par satellite en lançant France Supervision. On y retrouvait des rediffusions et des avant-premières de programmes de France 2 et France 3 en haute définition. Sur la forme, les deux chaînes du service public sont désormais uniformisées, tant pour leur logo que pour leurs habillages. Bonsoir et bienvenue à Froufrou. Alors comme d'habitude, je vais commencer par un message aux hommes. À la rentrée 1992, Christine Bravo et ses drôles de dames débarquaient sur France 2 chaque semaine. Dans Froufrou, le magazine interdit aux hommes, l'animatrice et ses 5 chroniqueuses recevaient en invité un homme. Elles le passaient à la moulinette et surtout l'intégraient dans leurs chroniques, qu'elles soient consacrées à la mode, aux objets insolites ou aux trucs et astuces pour femmes. L'invité était également soumis à une épreuve. On verra ainsi Antoine Decaune faire du catch, Vincent Lindon de la boxe ou Christian Clavier se retrouver la tête en bas pour tester une superglue. Résolument moderne pour l'époque, Froufrou est la première émission du PAF entièrement composée de femmes, le programme réussit le pari d'intéresser tout le monde. Il le doit notamment à la vraie complicité entre Christine et sa bande, Valérie Expert, Laurence Cochet, Tina Kieffer, Joël Goron et Sonia Dubois. Si aucune d'entre elles n'avait fait de télé avant Froufrou, ça ne se voit pas. Avec un caractère bien trempé et une bonne humeur communicative, elles ont fait avec Christine Bravo que l'émission soit devenue culte, bien qu'elle ne soit restée à l'antenne que 2 saisons. Est-ce que je pourrais avoir l'autographe, monsieur, s'il vous plaît? Quel prénom? Pour Michel, Françoise. Ah bon, Michel Le alors. Michel, ouais. Dépêchez-vous. Françoise, Erika. Eric. Ma tante Alice. Oui. Roger. Ça vous fait marrer en plus. Roger, oui. Putain, si vous voulez pas, vous le faites pas. Hein. Non, mais ça m'est égal. Putain, c'était pas gentil, hein. Si. On m'a dit que vous étiez con, mais pas à ce point. Merci, d'accord. Vous êtes vraiment con, hein. Vous êtes gros et vous êtes con en plus. Le saviez-vous, Jean-Pierre Foucault a été insulté de con par un homme lui demandant un autographe devant 17,5 millions de téléspectateurs. Vous l'aurez peut-être reconnu dans l'extrait, l'homme en question n'était autre que Patrick Sébastien. Et Foucault a été victime d'une de ses caméras cachées. Il n'a pas été le seul. Michel Drucker s'est fait piéger par un faux lanceur de couteau menaçant, Christian Morin par un faux candidat de la roue de la fortune incorrecte, ou encore Philippe Risoli par un faux candidat absurde au millionnaire. Et il y en a eu bien d'autres.
puisque le concept du Grand Bluff était que Patrick Sébastien, grimé, piège les stars de TF1 dans leurs émissions. Résultat, ce sera un carton absolu, 17,5 millions de téléspectateurs, soit 74% de part d'audience. Un tel score que l'émission va figurer dans le livre des records, une audience aussi forte n'ayant jamais été atteinte à la télé française. Il faudra attendre la finale de la Coupe du Monde de foot 98 et la victoire des Bleus pour que le record de Patrick Sébastien soit battu. On termine l'année 1992 là-dessus et on file en 1993. Bienvenue en 1993. Cette année-là naissait l'Union Européenne et les Marseillais fêtaient la victoire de l'OM en Coupe d'Europe. Au ciné, on se ruait pour aller voir Jurassic Park et Les Visiteurs. En musique, on découvrait Full Sentimental d'Alain Souchon, Je m'appelle Hélène d'Hélène et Sing Alléluia de Dr Alban. Et voilà ce qu'on regardait à la télé. Jojo. Je m'appelle Vanessa, y'a rien qui prenne. Moi c'est Diva, comment ça va? Si on a squatté la télévision, c'est pour montrer au monde nos clips et nos chansons. Minicums, on est la Minicum génération. Minicums, on est sur Minicum télévision. Dans les années 90, les marionnettes préférées des parents s'appelaient les guignols. Celles des enfants s'appelaient les minicums. Et s'il y a un air de famille entre les marionnettes des deux programmes, ce n'est pas pour rien. Car c'est au créateur des guignols de l'info que l'on doit les minicums. Programmés tous les après-midi sur France 3, c'est un pari osé pour la chaîne qui fait face à cette heure-là au Club Dorothée sur TF1. L'objectif du programme n'est pas d'être une émission à part entière, mais d'assurer les transitions entre les dessins animés de la case jeunesse de France 3. Dans la bande des minicums, on retrouvait des célébrités du moment en mode enfant. Ceux qui donnaient Coco pour Antoine Decaune, Nag pour Nagui, Zaza pour la chanteuse Elsa, Vanessa pour Vanessa Paradis, Jojo pour Johnny Hallyday et MC pour MC Solar. Si les marionnettes s'appuyaient sur de vraies personnes, chacune avait son propre caractère. Coco, le chef de la bande, cumulait tous les défauts possibles, Zaza était plutôt la candide, Jojo le séducteur, Vanessa la plus sympa d'entre tous, Nag le simplet et MC le rebelle. Au menu des minicums, on retrouvait des sketchs, des parodies d'émissions comme Fort Bobard ou Questions sous un lampion, et des chansons, dont la plus mémorable est Ma Mélissa. Caricaturant la mode des boys bands, elle sera disque d'or et va marquer toute une génération. Véritable phénomène, les minicums vont rapidement être diffusés 2 fois par jour, matin et après-midi, et vont rester à l'antenne près de 10 ans. Petit papa Noël, t'es prêt? Ah, qu'est-ce que c'est? Hop! Waouh, le cadeau! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah ouvre! Le château Joyeux fort! Noël! Allez, tu joues? Ça te plaît? Ouais, on joue. Non, on n'a pas le temps, je t'emmène au château de Castelnau en Dordogne, tu vas voir, c'est un vrai château. Non, il n'y a pas 2 minutes. « 1993 fut clairement une année riche en émissions mythiques pour la jeunesse. Dans un autre style que les minicums, France 3 dégainait également cette année-là « C'est pas sorcier ». L'objectif, faire de la vulgarisation scientifique. Et pour ça, le programme s'appuyait sur un duo qui deviendra l'un des plus cultes du PAF, Fred et Jamy. Chacun avait son rôle. Fred partait sur le terrain. Dans les profondeurs de la mer des Caraïbes, sur le volcan Stromboli, dans le désert du Sahara, à bord d'un avion de chasse, etc. À chaque émission son thème. Jamy, lui, restait dans le camion labo de C'est pas sorcier et nous expliquait, maquette à l'appui, tout ce qu'il fallait savoir sur la thématique abordée.
Enfin, plus exactement, le fameux camion blanc n'apparaîtra qu'à partir de la deuxième saison à la rentrée 1994. La première année, l'émission se déroulait sur un plateau télé plus traditionnel. Pour rester sur le camion le plus célèbre du petit écran, Jamy révéla bien des années après qu'en réalité, il ne servait pas de lieu de tournage à son fameux labo. Il utilisait un studio à part. Puisqu'on parle du camion, on ne peut pas ne pas parler de son chauffeur, Marcel. Malgré qu'on ne l'entende s'exprimer qu'à travers son klaxon, il était un personnage phare du programme. Et visiblement, la production de l'émission aimait bien les personnages mystérieux, preuve en est avec la petite voix, qu'on entendait intervenir à chaque épisode mais qu'on ne vit jamais. À la fin des années 90, le duo de présentateurs devint un trio avec l'arrivée de Sabine. Pendant plus de 20 ans, C'est pas sorcier abordera une grande variété de sujets. Histoire, astronomie, géographie, économie, biodiversité, corps humain et bien d'autres. En faisant un programme tant apprécié par les jeunes que leurs parents et leurs profs. Ne zappez pas. Voilà une émission complètement déconseillée pour la jeunesse. À la rentrée 1993, TF1 continuait de surfer sur la vague des reality shows en proposant celui qui en était peut-être le plus trash, Tout est possible. Présenté par Jean-Marc Morandini, qui à l'époque était un jeune journaliste inconnu du grand public, l'émission mettait en avant des histoires et des personnalités uniques en leur genre. Quand un aveugle retrouve la vue, Lolo Ferrari, la femme au plus gros sein d'Europe, Mon homme est une femme, le témoignage de Sébastien qui rêve de vivre avec une héroïne de bande dessinée. Des sujets hauts en couleur, qui frisaient souvent le ridicule et le pathétique, et qui faisaient sale comble, jusqu'à 75% de part d'audience. Ce qui explique que malgré son image catastrophique, TF1 n'ait zappé l'émission qu'en 1997. Tout est possible marque la fin du premier épisode de notre hors-série dédié à la télé des années 90. Merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve dans un mois pour la deuxième partie. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.